Bonjour à toutes et à tous, bienvenue Vanina dans le podcast Les Pionnières. Ce podcast, c'est l'occasion de rencontrer des femmes extraordinaires, celles qui ont ouvert la voie, celles qui ont su gravir les montagnes, et on découvre ensemble ce qui les guide vraiment, qui anime leurs convictions, ce qui les fait progresser. Alors c'est un concentré d'audace et d'énergie que nous allons découvrir ensemble. Vanina, merci. Depuis toujours, tu joues un rôle de premier plan au service de la santé des gens. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui guide tes convictions sur ce chemin. Merci Isabelle pour cette invitation. Merci à la BPI de nous recevoir ici. Pour moi, une conviction simple, c'est qu'on ne peut pas être acteur du changement si on n'est pas engagé. Et cette conviction simple m'a amenée à développer une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire un leadership engagé. Et un leadership engagé, il y a plusieurs volets, mais d'abord, il faut qu'on parte du constat du monde dans lequel on est. Et aujourd'hui, le monde dans lequel on est, sans faire de grandes théories, on constate qu'on n'a pas simplement besoin de leaders brillants, mais qu'on a vraiment besoin de personnalités engagées. Et des personnalités engagées, c'est des gens qui ne se contentent pas de piloter des stratégies, mais qui aussi sont au service de l'humain, qui s'impliquent là où les enjeux humains sont les plus forts. Donc la santé, évidemment, pour moi, a été un fil conducteur évident parce que aujourd'hui, on sait que la santé est devenue un enjeu de sécurité pour les États. On sait que investir en santé, c'est aussi le meilleur investissement qu'on puisse faire pour l'économie. $1 investi en santé rapporte entre 4 à 8 $ de productivité selon les études. Donc c'est quelque part le meilleur investissement qu'on puisse faire. Mais je parlais de leadership engagé parce que c'est aussi essentiel de comprendre que on a besoin de gens qui voient que leur rôle ne s'arrête pas au mur de l'entreprise et qui s'étend à la société tout entière. Donc c'est vraiment ce que la santé permet, mais bien entendu, tous les secteurs permettent de ne pas s'arrêter au mur de son entreprise et évidemment de s'impliquer de façon plus large. Donc cette conviction m'a conduit... Tu l'as toujours eu en fait. Je l'ai toujours eu parce que j'ai démarré d'abord dans le secteur privé, puis ensuite je suis allée travailler chez Gavi, donc l'Alliance mondiale pour les vaccins et Gavi, la vaccination. peut-être que tu peux dire un petit mot parce que pour moi c'est une inspiration. Alors Gavi, c'est le premier partenariat public-privé en santé qui a fonctionné à très grande échelle. Aujourd'hui, c'est un partenariat public-privé qui a fourni des vaccins à 75 pays les plus pauvres de la planète, qui a permis de sauver des millions de vies. Aujourd'hui, on voit les premiers bébés Gavi qui s'engagent à leur tour au service de la santé. Et c'est un partenariat public-privé qui a au départ pu exister grâce à une injection de la fondation Bill et Melinda Gates, puis avec un partenariat autour de la Banque mondiale, de l'UNICEF, de l'Organisation mondiale de la santé, et très important, merci, du secteur privé. Sans cet apport du secteur privé, donc en l'occurrence des entreprises de santé, rien de tout cela n'aurait été possible. Et c'est effectivement cette première, ou en tout cas expérience très tôt dans ma carrière, qui m'a permis de comprendre qu'on a besoin de casser les silos. On ne peut pas continuer à travailler chacun avec ses convictions et sa façon de comprendre le monde. On a besoin de créer des partenariats publics-privés. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une nouvelle façon de développer ces partenariats publics-privés, c'est de rajouter un 4e P. Les partenariats publics-privés et philanthropiques. Alors justement, parce que pour moi, tu es une femme extraordinaire qui représente justement l'avant-garde ou la philanthropie version moderne. Ça veut dire quoi pour toi ? La philanthropie version moderne, c'est peut-être très ambitieux, mais ce que je crois profondément, c'est qu'on a besoin d'une philanthropie collective. Pourquoi ? Parce que la philanthropie, au départ, c'était un moyen de consoler, de réparer. Mais ce temps de l'action caritative, exactement, autour de la volonté de personnalités qui avaient les moyens d'impulser un agenda, pour moi, ce temps vraiment de l'action caritative, je dirais, centré autour d'une personnalité, est révolu. Aujourd'hui, on a besoin d'une philanthropie offensive, on a besoin d'une philanthropie qui comprend les enjeux du monde, on a besoin surtout de comprendre qu'on peut travailler seul pour aller vite, qu'ensemble on va plus loin,
mais surtout en travaillant ensemble, on va plus juste. Mais et alors ça, c'est important. Quel est le rôle de la philanthropie par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de coalitions mondiales qui se créent autour de différents enjeux, dont la santé. Mais quel est le rôle spécifique de la philanthropie par rapport aux autres typologies d'acteurs ? Alors la philanthropie, c'est plusieurs choses. La première, c'est que la philanthropie, ça peut avoir un effet de levier extrêmement important. Un effet de levier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que souvent, il faut quand même prendre des paris. Et si on reprend l'exemple de Gavi, on a eu besoin de la philanthropie pour dire « Ok, on assume le risque au départ », en utilisant de l'argent qui n'aura pas vocation à faire des petits, pour être très simple. Et donc, si je prends un exemple concret, aujourd'hui, avec Foundation S, qui est le fonds de dotation du groupe Sanofi, et j'y reviendrai dans une seconde, on a aussi pris un pari en créant un fonds catalytique, ça dit bien ce que ça dit, sur l'impact du changement climatique sur la santé. Tu l'avais lancé à Davos, si je me souviens bien. Tout à fait. C'est le PDG de Sanofi, Paul Hudson, qui a lancé ce fonds à Davos. Et ce fonds a vocation à soutenir l'adaptation des pays face à l'impact du changement climatique sur la santé des populations. Tu peux nous rappeler les chiffres, parce qu'ils sont assez impressionnants. On attend 14,5 millions, donc 15 millions de décès d'ici à 2050, de décès supplémentaires causés par le changement climatique et son impact sur la santé. Donc on ne parle pas juste de quelques morts par-ci, par-là. On a par exemple 8 millions de décès chaque année dus à la pollution de l'air. On voit les vagues de chaleur qui causent des décès supplémentaires, mais on voit aussi des inondations qui, au-delà d'emporter des vies immédiatement, en fait, causent plus de morts, souvent dues à l'impact du choléra ou d'autres maladies causées par des bactéries présentes dans les eaux sales. Donc en fait, on voit... Ça a émergé dans l'opinion publique. Est-ce que tu vois justement la relocalisation des ressources des différents acteurs ? Alors, j'aimerais répondre que oui. Aujourd'hui, on sait que simplement 5% des financements climatiques multilatéraux vont sur cette thématique de l'adaptation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique, c'est composé de 2 éléments importants. Un, l'atténuation, c'est-à-dire comment on arrête les émissions de gaz à effet de serre qui ont évidemment un impact très fort sur tout notre environnement. Mais on sait que pour un bon nombre de populations, à savoir la moitié de la planète, puisqu'on a la moitié de la planète qui est à risque aujourd'hui, immédiatement, tout de suite, on a besoin de s'adapter. On n'est plus dans le monde d'avant. On sait déjà qu'on a franchi frontière après frontière sur l'impact du changement climatique et donc on a besoin d'aider les gens à vivre avec ces nouvelles conditions. Et c'est là que je reviens à la philanthropie collective. J'ai parlé de l'effet de levier. Deuxième effet important, c'est associer les communautés à la décision. Et ça, c'est très difficile pour une entreprise. La philanthropie le permet, parce que la philanthropie, c'est l'alliance de diverses collectivités, associations, experts, partenaires. Et puis, je répondrai aussi que c'est quand même un chemin exigeant, parce qu'il repose sur une triple alliance. Une alliance du cœur, du courage et de la vision. Et je développe une seconde le cœur parce que la philanthropie permet de rester au cœur des enjeux humains, là où les besoins sont les plus pressants pour les plus fragiles. Une question de justice sociale, on le sait aujourd'hui, c'est un des grands enjeux du monde et cette philanthropie permet d'œuvrer grâce aux ressources et d'aiguiller un petit peu tout le monde vers ses actions. Et à la fois, est-ce que peut-être tu peux nous citer un exemple d'une action, d'une initiative commune qui illustre cette philanthropie collective ? Oui, et puis alors je reprends mes visions très importantes parce qu'en fait, on est là pour construire un avenir en meilleure santé pour les générations à venir. Et ça, si la vision n'est pas alignée dans une philanthropie collective, c'est très compliqué d'avoir l'impact. Pareil pour le courage, parce qu'il faut que la philanthropie puisse aller là où c'est difficile. C'est ça le job de la philanthropie aussi, c'est de prendre les risques. Et puis le cœur, on en a parlé. Mais je répétais ça parce qu'on a besoin aussi de travailler ensemble. Un exemple très concret, au Malawi, on a réussi à travailler avec un groupe d'entreprises privées où on a rassemblé $1 million du secteur privé et de Foundation S. Et on a débloqué $36 millions du fonds climat vert. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, ça, c'est au service d'un pays, c'est au service des communautés et du système de santé. Donc ça veut dire que ça va être durable, ça veut dire que c'est juste parce que c'est articulé, coordonné par les autorités locales.
Et puis, c'est solidaire parce que le fonds climat vert, c'est le fonds qui a été mis en place pour répondre vraiment aux besoins de santé des pays en développement qui se trouvent confrontés à ces enjeux. Donc, un exemple concret, mais il y en a 1000 autres. Comment est-ce qu'on construit des hôpitaux résilients? Comment est-ce qu'on forme des populations et des professionnels de santé à l'impact du changement climatique avec des balises, des formations spécifiques. Enfin, voilà, on déploie 1000 autres actions pour essayer d'innover sur ce terrain. Merci tellement, en tout cas. Nous sommes très heureux vraiment de t'accueillir aujourd'hui dans ce podcast parce qu'on est très impressionnés par le rôle que tu joues et ta capacité à rassembler les différents acteurs pour sauver des vies, parce qu'il s'agit bien de ça, et aussi de réinventer les modèles. Alors justement, peut-être qu'on va se tourner vers les questions autour du leadership, puisque nous réinventons les modèles, réinventons notre façon d'opérer, on a besoin de réinventer le leadership. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie justement, toutes ces questions autour du leadership? Quelles sont, selon toi, les qualités essentielles du leader engagé que tu évoquais au tout début? J'ai commencé par répondre parce qu'effectivement, c'est un petit peu un appel aussi à tous ceux qui nous écoutent. Le thème de la BPI, c'est servir l'avenir. Je trouve que c'est extraordinaire de faire appel aux entrepreneurs, qu'ils soient engagés ou pas. On n'a pas besoin de se caractériser comme entrepreneur engagé pour transformer en fait la puissance d'un groupe ou d'une entreprise au service du bien commun. Pour moi, un leader engagé, c'est celui aussi qui est capable de mettre son influence au service des autres. Parce que c'est ça aujourd'hui dont on a besoin, c'est de donner une voix à ceux qui n'en ont pas, c'est de donner ou de mettre en visibilité des actions à ceux qui font et d'arriver à être quelque part le conduit par lequel cet engagement peut s'exprimer. Donc on n'a pas besoin d'avoir un podium à Davos ou aux Nations Unies pour être un leader engagé. Je pense qu'on a simplement besoin de comprendre qu'il faut pousser les murs, donner la place et aller chercher aussi ceux qui font l'engagement tous les jours, parce que c'est comme ça que les grandes actions se construisent. Et, très important, je crois pertinemment que le secteur privé est sans doute le meilleur endroit aujourd'hui pour exercer non seulement ce leadership engagé, mais pour avoir un impact. Alors dis-moi pourquoi, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup écrit sur le sujet et je suis très engagée sur le rôle de l'entreprise par rapport à sa puissance d'action. Mais aujourd'hui, quel est ton point de vue par rapport à ça? Pourquoi tu crois, et on échangeait à midi justement sur le rôle des grandes institutions, des gouvernements et du secteur privé, quel est le rôle de l'entreprise selon toi? Alors, je vais répondre d'abord sur le rôle de la philanthropie parce que c'est la casquette que je porte aujourd'hui, mais comme j'ai travaillé énormément pour le secteur privé, je vais y revenir. La philanthropie, pourquoi j'ai choisi de faire ça aujourd'hui? Parce que ça permet d'aller plus vite pour transformer l'intention en action et l'action en impact. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, cette capacité de passer de politiques publiques qui se décrètent à vraiment de l'impact, ça suppute quand même des moyens, des volontés, donc des humains qui coordonnent des actions. Et ça, c'est ou de la philanthropie ou le secteur privé qui est le mieux placé pour orchestrer ça, parce qu'il y a une capacité d'innover, il y a une capacité d'embarquer au service de causes communes, parce qu'une entreprise, c'est ça, c'est définir une stratégie et l'exécuter au service de ses clients, de son marché, de ses institutions. Donc quand l'entreprise décide en plus qu'elle va pouvoir avoir cet impact sur le bien commun, elle réussit bien mieux. Enfin, on ne va pas revenir sur toutes les études qui citent, par exemple, l'importance de la diversité au service de la performance, mais c'est également vrai. 21%. Exactement, 21%, merci. Ces impacts corrélés sont extrêmement documentés et en fait, je crois profondément aussi au sens de l'engagement des collaborateurs. Et nous, on le voit, Foundation S s'est structuré en think et do tank, donc on a un think tank externe, mais on a aussi un do tank. Je crois que tu as réussi à engager un nombre de collaborateurs très impressionnant. Oui, aujourd'hui, on a plus de 7000 personnes, par exemple, qui collaborent sur nos actions pour la réponse d'urgence, c'est-à-dire quand il y a une crise humanitaire, une guerre, une catastrophe naturelle. Depuis 3 ans, on a été capable de servir 25 millions de personnes. 25 millions de personnes, ça ne se décrète pas avec une petite équipe au sein d'un fonds de dotation. Ça s'articule, ça s'orchestre avec les collaborateurs d'une entreprise qui décident
de donner une part de leur temps, de l'énergie pour exécuter ces actions, quels médicaments, où est-ce que ça doit partir, sur quel camion, qui va mettre la palette, qui la réceptionne. C'est une immense chaîne de solidarité qui s'organise à chaque fois et en plus en un temps record. On a été capable, par exemple en moins de 24 heures à chaque fois, de décider qu'est-ce qu'on fait pour le tremblement de terre au Maroc, les tremblements de terre en Turquie, Syrie, être différents capable de conflits. prendre des décisions rapidement et d'embarquer. Le secteur privé a cette agilité-là qui est essentielle aujourd'hui pour répondre aux crises. Alors du coup, si on parle des qualités du leader, parce qu'on parle souvent d'évolution et justement on parle d'un modèle qui était avant un modèle de management, un modèle de leadership. Pour toi, quelle est un peu la magic touch, la signature d'un leader engagé? Je dirais aujourd'hui, alors c'est sans doute très lié à mon parcours, mais que, je ne sais pas si c'est une magic touch, mais en tout cas, c'est faire émerger l'inattendu. C'est relier les énergies. Qu'est-ce que ça veut dire faire émerger l'inattendu? Si je prends cette question de l'impact du changement climatique sur la santé, ce n'était pas excessivement le sujet attendu pour une grande entreprise de santé. Et pourtant, c'est essentiel de comprendre plus tard ce qui va impacter le bien commun. C'est essentiel de relier les sujets, les énergies, les gens, ceux qui font, ceux qui pensent, et encore une fois, de transformer l'action en impact. Et effectivement, y a cette phrase, on en parlait juste avant, que j'aime beaucoup. C'est Julie Batilana, qui est chercheuse en innovation sociale à Harvard, qui a théorisé cela. La magic touch, pour moi, c'est innover, activer, orchestré au service du changement social. Et bon, il y a toute une théorie derrière, mais aujourd'hui, dans ce podcast... Il y a aussi une question prospective, parce que dans ce que tu évoques, il y a quand même le fait d'emmener avec toi un groupe comme Sanofi et ses parties prenantes sur une thématique qui n'est pas forcément appréhendée aujourd'hui directement, mais qui va avoir un impact majeur dans le monde, et tu emmènes un groupe et des parties prenantes vers un sujet qui émerge, on va dire. Du coup, peut-être qu'on peut revenir sur ton parcours, puisqu'il me semble que tu as suivi des études en droit. Est-ce que ça a influencé la façon dont tu opères, dont tu réfléchis? Est-ce que ça a eu un impact? Alors j'ai envie de dire à tous ceux qui étudient le droit, continuez, mais aussi à tous ceux qui n'ont pas fait de droit, c'est pas grave. Oui, ça a eu un impact parce que ça apprend vraiment une rigueur intellectuelle, une capacité d'analyse. Et en même temps, effectivement, j'ai passé qu'1 an en cabinet d'avocat. Donc on peut aussi s'en servir de façon complètement différente. Donc voilà, j'ai appris énormément de choses, mais j'ai surtout appris qu'on a besoin d'apprendre à réfléchir plus que d'apprendre ce qui a été fait dans le passé. Parce que le droit, c'est aussi beaucoup ça. C'est apprendre de la doctrine. Et aujourd'hui, on a besoin, pour se confronter aux enjeux d'aujourd'hui, d'apprendre à disséquer pour apporter de nouvelles réponses. Alors justement, par rapport à ça, je fais le lien avec, ça fait quelques années que tu exerces professionnellement. Est-ce que tu as découvert ou appris, des choses sur toi dans ton parcours, dans tes différentes expériences? Je dirais que toujours d'essayer je suis passionnée de montagne et je trouve qu'il faut toujours essayer de trouver la troisième voie. Alors ça a été théorisé en politique il y a de nombreuses années, mais au-delà du clin d'œil, c'est surtout comment est-ce qu'on décloisonne les univers, comment est-ce qu'on aère la pensée. On le voit, les défis sont tellement importants qu'aucune réponse ne pourra être simplement je colle de l'innovation et ça ira tout seul, ça se répondra. Non, quand je dis il faut innover, orchestrer, activer, ça veut dire que on a besoin d'innovation, que ce soit pour répondre au changement climatique. On travaille beaucoup sur le cancer des enfants, répondre évidemment par la recherche au sujet de cancer des enfants, mais on s'aperçoit aussi qu'un enfant meurt toutes les 3 minutes d'un cancer, pas parce qu'il manque d'innovation, mais parce que 80% de ces enfants meurent dans les pays du Sud, parce que justement on n'orchestre pas le changement pour eux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à un diagnostic. C'est scandaleux. Donc ça, c'est ce que j'apprends aussi, c'est cette troisième voie. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme action au regard du sujet d'un point de vue local? Et donc la troisième voie, elle se pratique
en écoutant, se pratique quand même avec humilité, quelque chose qu'on apprend tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin de passer par le petit trou de la souris sur de nombreux enjeux pour trouver ensemble les solutions qui vont être durables. On ne peut pas appliquer on peut pas utiliser des cautères sur des jambes de bois. Alors, on t'a choisi avec la BPI parce que pour nous, tu es aux avant-gardes de la philanthropie. Et du coup, qu'est-ce que pour toi une pionnière, puisque c'est le thème du podcast? Alors, si je reprends la montagne, une pionnière, évidemment, c'est quelqu'un qui ouvre la voie. Mais au-delà de ça, les premiers pionniers aux États-Unis, puisque j'y habitais, on avait ces images un peu d'Épinal. Ce qui m'est venu à l'esprit immédiatement quand tu me poses cette question, c'est l'importance de faire corps. Les pionniers, ça ne réussit que quand il y a un collectif qui s'articule autour. Pourquoi je dis ça? Parce que ça soit pour ouvrir une nouvelle voie en montagne, il y a toujours des gens qui sont au camp de base qui aident, ou des pionniers qui défrichent de nouveaux territoires, il y a toujours une équipe en soutien. Donc en fait, c'est vraiment cette importance de créer un collectif, et on a appelé Foundation S de Sanofi Collective, ou le collectif Sanofi. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler avec des collectifs d'experts, les experts qui regardent les propositions, qui conseillent, les experts qui sont dans le think tank, le collectif des communautés. Rien ne peut se faire si un pionnier ou une pionnière n'écoute pas. Le collectif des partenaires, parce qu'encore une fois, ce n'est qu'en travaillant en cofinancement qu'on arrive à avoir l'impact qu'on souhaite voir. Et donc, vraiment, encore une fois, un appel peut-être à tous ceux qui nous écoutent pour dire on n'a pas besoin de se décréter pionnière ou pionnier pour l'être, parce que souvent, être pionnier, c'est se mettre en premier de cordée. Et donc, c'est vraiment comment on ose avec les autres, au service des autres. Alors, peut-être pour aider justement à être premier de cordée, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise lors de tes 20 ans? J'aurais bien aimé, pour le coup, qu'il y ait des femmes, parce que c'est encore compliqué. J'ai créé plusieurs réseaux professionnels féminins parce qu'on ne nous dit pas assez qu'il n'y a jamais de bon moment. Surtout quand les femmes souhaitent avoir des enfants, qui est quand même une vraie hachure professionnelle, ou en tout cas qui peut être perçue comme telle. Il n'y a pas de bon moment pour oser, il n'y a pas de bon moment pour s'engager, il n'y a pas de bon moment pour avoir des enfants, il n'y a pas de bon moment pour prendre la promotion. Et d'avoir, moi, eu la chance d'avoir une promotion en plein congé maternité, c'est une chance gigantesque que je mesure, qui a demandé un certain courage, voilà. Mais c'était difficile. Et vraiment de se dire qu'on peut y aller, on peut y arriver. Et oui, j'ai envie de dire qu'il ne faut pas s'interdire des choses. Et ça, j'aurais bien aimé qu'on me le dise. Merci en tout cas pour ces propos. Le podcast touche à sa fin et du coup, j'ai envie de comprendre un petit peu ta vision pour le futur. Donc, tu portes aujourd'hui quelque chose de très grand. Tu rassembles un collectif pour aider les plus vulnérables dans leur santé, dans ce qui est le plus cher. Aujourd'hui, quelle est ta confiance dans notre capacité collective à arriver à opérer cette transformation dont le monde a besoin? Si tu devais donner une échelle de 1 à 5, 5 étant au top du top, c'est-à-dire que tu as super confiance dans notre capacité collective à y arriver et 1, pas trop. Alors déjà, rappeler rapidement que Foundation S, pour moi, en 3 ans, ça a montré qu'on peut y arriver, encore une fois ensemble, parce qu'on démarrait vraiment de rien, et créer ce Think et Do Tank, de travailler sur des thèmes quand même aussi différents que l'accès aux médicaments avec de l'aide humanitaire, que tout ce qui est capacité de renforcement communautaire, donc l'impact du changement climatique sur la santé ou le cancer des enfants, et puis enfin tout ce qui est la formation des personnels de santé. Ça montre qu'on peut arriver ensemble. Mais j'ai envie de terminer sur une citation de Bill Gates pour répondre à ta question, qui dit que le partenariat, c'est la nouvelle forme du leadership. Et en j'adore. Voilà. Donc ça répond quelque part à cette question. On peut porter une vision large, mais évidemment,
Et c'est en travaillant avec cette nouvelle forme de leadership qu'on peut y arriver. C'est très, très puissant ce que tu viens de dire. J'ai pas mal œuvré avec Bill Gates à une autre époque. Je pense que c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup appris. On avait envie de te poser la question aussi par rapport au fait que tu sois pour nous une femme pionnière, accomplie, en tout cas de notre point de vue. Et j'avais envie de te demander quel héritage tu souhaites laisser derrière toi. Parce que justement, il y a une question aussi de role model. C'est-à-dire que ce podcast a été créé aussi pour montrer que les femmes pionnières existent, qu'elles peuvent être premières de cordée, de comprendre leur parcours. Quel héritage tu as envie de laisser derrière toi ? Pour moi, deux éléments. Le premier, c'est vraiment pour les femmes de comprendre que la vie, c'est comme un collier de perles. C'est-à-dire que on enfile des perles qui sont des perles de sagesse qu'on acquiert d'autres, qui sont les propres perles qu'on sécrète nous-mêmes, c'est-à-dire plein de petites billes qui feront, ou de petites gouttes, si on veut prendre une analogie climatique, qui vont faire des grands océans. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de comprendre qu'on doit... c'est pas chaque perle qui est magnifique, c'est vraiment ce collier qui fera toute la richesse. Et puis le deuxième point, c'est de dire, là encore, bâtissons des ponts là où il y a des murs. C'est vraiment là où souvent on voit les femmes dans des métiers de communication, de ressources humaines, d'engagement. Bon, il y a une raison. Tu sais, oui, tu dis ça, mais à la fois, il y a 3 ans, sur le SBF 120, au niveau des COMEX, si tu retirais les femmes dans la com ou dans les RH, est-ce que tu sais combien il y avait de femmes dans les comités de direction, dans le SBF 120 ? Non, mais j'imagine qu'on tombe à 10, 15... 4%. 4%. C'était... Bon, voilà, voilà. Ça ne m'étonne pas. Ça montre que quand même on a aussi besoin de montrer que les femmes peuvent et ont encore besoin de progresser pour être à la tête de PNL ou d'activités opérationnelles. Je pense que ce combat-là, c'est un combat de tous les jours. Il ne faut jamais le lâcher. Les femmes ont besoin d'être dans les conseils d'administration. Les femmes ont besoin d'être dans les comités exécutifs. Néanmoins, ce combat-là ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt, à savoir si des femmes excellent dans les métiers de ressources humaines, de communication, de philanthropie ou autres, c'est parce qu'il y a cette capacité de bâtir des ponts, là où souvent on récompense des leaders sur leur capacité à avoir des résultats au périmètre d'un PNL ou au périmètre de l'entreprise. Comme je te connais, je peux te dire que les résultats et l'impact, c'est aussi quelque chose qui te drive énormément. Je trouve donc on ne peut pas opposer les deux. On ne peut bien parler que quand on a eu l'impact. Donc aujourd'hui, nous, on le met au service du public. Tout est, par exemple, en open data. Ouais. Et on estime que c'est extrêmement important de communiquer en transparence sur la mesure des résultats. Absolument. Alors, tu évoquais ce collier de perles, où j'ai envie de te prendre l'analogie avec le jardin, pour cultiver son jardin, pour permettre aux personnes qui nous écoutent de grandir aussi, de rêver grand, de changer le monde. Quel est l'ingrédient que tu encourages chacun et chacune à cultiver véritablement ? Alors, je dirais la capacité à s'arrêter. Ça va sans doute t'étonner, mais cette capacité à prendre du recul, cette capacité à écouter, à être en humilité. Nous, on travaille vraiment énormément aujourd'hui, je dis nous, un nous de la philanthropie, c'est au service des plus fragiles. On ne peut pas prétendre connaître leurs besoins, leurs envies, leurs rêves, si on n'écoute pas. Et cultiver son jardin, pour moi, ça doit être un jardin ouvert sur le monde. Ça doit être un jardin qui comprend qu'il dépend d'un écosystème. On n'est plus au temps de Voltaire où c'était très joli, mais aujourd'hui, un jardin ne vit bien que si l'écosystème est sain, irrigué autour. Donc c'est vraiment cette distance qui ensuite permet de rapprocher et d'être quelque part plus productif. Si on regarde les fruits et les légumes qu'on veut cultiver dans son jardin. Alors Vanina, j'ai envie de te poser une dernière question pour les personnes qui nous écoutent, parce que j'adore les citations. Alors du coup, j'ai envie de te demander, quelle est la citation que tu emmènes avec toi sur ce chemin de leader engagé ? Alors j'ai réfléchi et puis finalement je suis revenue à cette expérience américaine qui m'a tant marquée. J'ai habité à Boston.
Mais j'ai aussi compris que c'était une énorme chance d'habiter à Boston parce qu'on peut s'inspirer de leaders qui ont vraiment été pionniers, qui ont tracé la voie. Et j'ai envie de citer aujourd'hui Martin Luther King. Martin Luther King a écrit un bouquin qui a été fondateur pour son combat. Je le dis en anglais, mais je vais vous le traduire en français. Where do we go from here? Chaos or community? Où allons-nous à partir de maintenant? Est-ce qu'on choisit le chaos ou la communauté? Et bien entendu que le choix est dans la question de choisir la communauté. C'est la communauté où on va puiser ses racines, où on va se ressourcer. C'est la communauté des gens qui ont envie de faire. C'est la communauté en fait, de tous ceux qui ont envie d'un monde meilleur. Donc pour moi, c'est une inspiration formidable. Alors le livre a été traduit en français à l'époque. Plutôt où allons-nous, leçon sur la démocratie américaine, pour un renouveau de la démocratie américaine. C'est aussi un clin d'œil à ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien d'actualité en tout cas. Merci beaucoup Vanina, et je conclurai par ce proverbe africain qui résonne tant avec tous tes propos. Seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Merci beaucoup Vanina, merci à vous, et je vous invite à nous écouter sur l'ensemble des plateformes. Merci.